Pourquoi qu'on veut des projets éco-responsables? Euh, Ensuite, on va parler du développement durable, les étapes de réalisation et des mesures plus du concret, là, où regarder quoi choisir plus que d'autres. Alors, comme Guillaume le disait, je m'appelle Valérie Lafont, je suis directrice intérimaire et conseillère en environnement pour le groupe Éco-Citoyen. Ceux qui me connaissent savent que j'ai plusieurs chapeaux aussi. Je suis aussi directrice intérimaire de la Maison de la Famille. Donc oui, je suis beaucoup impliquée dans le communautaire. Le GECO, c'est quoi? Nous, on est un petit organisme sans but lucratif qui a pour mission de sensibiliser la population de la région à la protection de l'environnement par l'action citoyenne. L'action citoyenne, c'est quoi? Ben, c'est juste de faire ce que nous, on peut faire à notre portée. On ne demande pas à personne d'être des activistes ou des trucs comme ça. Nous, on veut juste sensibiliser, puis y aller à coups de petite cuillère pour sauver le monde, tranquillement, pas vite. Si tout le monde donne un petit coup de cuillère, ben, on peut faire changer des choses, c'est bien certain. On offre plusieurs services de formation, ateliers, conférences, accompagnement, service conseil. On a aussi de la spécialisation en habitation écologique de concert avec le groupe Écohabitation de Montréal. On offre aussi du support dans les événements éco-responsables. On fait de l'aménagement de bandes réfrènes, des bureaux verts, kiosques thématiques. Et si on n'a pas votre sujet en banque, ben on va le développer pour vous parce qu'on est très versatile. Alors, pourquoi des projets éco-responsables? Alors, on a des photos très alarmantes ici là, qui parlent d'elles-mêmes. Depuis déjà des siècles, l'environnemental a été considéré comme un bien inépuisable, gratuit, éternel. Aujourd'hui, à l'inverse, il faut toujours traiter l'environnement comme un bien rare, coûteux à préserver, fragile et menacé de disparition. Sa dégradation a atteint une telle gravité dans les pays industrialisés et sous-développés que la santé humaine, voire toutes les espèces vivantes, est menacée. Si la situation continue à s'aggraver aussi rapidement, la survie de l'espèce pourrait être compromise. Le réchauffement climatique, la pollution, le manque de ressources vitales et primordiales nous mènent à reconsidérer notre rapport avec la nature. Donc, pourquoi des projets éco-responsables toujours? Il semble donc que tout est à faire. Mais nous croyons qu'on peut changer le monde un geste à la fois et chaque geste compte, en commençant par faire des choix dans l'organisation de nos projets ou de nos événements, en étant un éco-citoyen, en commençant par réduire son empreinte, faire des trucs qui sont à notre portée, parce que souvent l'erreur qu'on fait dans des trucs comme ça, c'est qu'on veut tout changer en même temps puis tout faire gros, donc on s'épuise. Et aussi, on peut profiter de notre projet, qui souvent va être des événements, pour rayonner et diffuser ces bonnes valeurs-là. Donc, le développement durable, c'est quoi? On entend parler depuis quand même longtemps, mais est-ce qu'on sait vraiment c'est quoi? En fait, c'est un développement qui va répondre aux besoins qu'on a présentement dans l'immédiat sans compromettre le futur. Donc, si je cueille une pomme, ben, je vais m'assurer que mes enfants puis mes petits-enfants vont avoir droit à cette même pomme-là plus tard. Si on ravage une forêt, on sait bien que ça ne repoussera pas puis que les générations futures ne pourront pas en profiter. Donc, il y a 3 aspects au développement durable. Il y a l'aspect social, l'aspect économique et l'aspect environnemental. Et on s'assure que ces 3 sphères-là sont égales. Lorsque ces 3 sphères-là sont considérées de façon égale, c'est là qu'on va atteindre notre développement durable. Ça, c'est la façon simpliste de l'expliquer. Puis un projet éco-responsable va intégrer la vision du développement durable à toutes les étapes de gestion de l'événement. Pour organiser un projet, il y a d'abord plusieurs ressources humaines, financières, matérielles. Il faut tenir compte des besoins, des intérêts et des limites de mes parties. Mon événement a plusieurs impacts, que ce soit au niveau social, économique ou environnemental. L'objectif d'une démarche de développement durable est de tenir compte de tout ce qu'on laisse de côté d'habitude. Ça ne veut pas dire qu'on ne continue pas à gérer ce qu'on gérait déjà, mais on va plutôt prendre en compte plus d'éléments. L'exemple parfait qui est complètement négligé souvent, c'est l'environnement, comme la production de déchets, les gaz à effet de serre, la surconsommation des ressources. C'est souvent par là que commence une démarche de développement durable. L'objectif d'un projet éco-responsable, c'est non seulement de réduire les impacts négatifs sur l'environnement, mais c'est aussi d'autres volets comme la santé et la sécurité. Il y a beaucoup de normes environnementales qui vont considérer l'être humain, puis il y a beaucoup de gens qui vont se poser la question, ah mais pourquoi l'être humain? Tu sais, on veut parler de la nature, de la protection de l'environnement, mais on oublie souvent que l'être humain fait partie de l'écosystème. Il n'est pas en dehors de l'écosystème, il n'est pas au-dessus de l'écosystème, il en fait partie. Donc, l'aspect humain aussi est très important. Dans le développement durable, il faut toujours se poser 2 questions. Comment éviter les impacts négatifs, puis comment augmenter les répercussions positives? Oui?
Excuse-moi, Valérie, juste dans le fond, ça me rappelait là, pour l'autre étape d'avant, Oui, sur l'aspect humain. Dans le fond, oui. tu es en train de dire que quand il y a des événements, dans le fond, qu'on essaie de regarder comment ils sont éco-responsables, euh, est-ce que tu vas revenir un petit peu plus tantôt sur comment tenir compte de l'humain à l'intérieur de la considération, comment on le travaille? Oui, assurément, dans des diapositives un petit peu plus loin, là, je vais aborder tous ces thèmes-là un peu plus en détail. Là. Qu'est-ce qu'on peut faire pour justement tenir compte de l'aspect humain là, dans la tenue d'événements ou lorsqu'on monte un projet. OK. Est-ce que tu Parce me que laisses dans le fond, la continuer? plupart du temps, oui, c'est ça. Voilà. C'est bon. C'est bon, je te laisse continuer. Non, non, c'est très D'ailleurs, pertinent, mais oui. en passant ça, tu parles assez rapidement. Si tu veux, après, je ne sais pas le rythme là, pour les 27 diapos que tu as, mais si tu veux parler un petit peu plus lentement, là, je pense que c'est correct qu'on a du temps. C'est bon, c'est la nervosité. Hein. Mais c'est drôle de faire une formation devant son ordinateur puis de ne pas voir personne, en fait. Je me parle à moi-même, donc d'habitude, je suis assez rapide. Donc, je reviens à mes deux questions. Comment éviter les impacts négatifs? Qu'est-ce qu'on peut avoir comme impact négatif lors de tenue de projets ou d'événements? Bien, c'est bien sûr la production de déchets, les gaz à effet de serre aussi, la surconsommation des ressources naturelles et une alimentation malsaine, par exemple. Puis, comment qu'on peut augmenter nos répercussions positives? Par exemple, ce serait de stimuler l'économie locale et équitable. Là, on voit encore un petit aspect humain, un petit clin d'œil, Guillaume. Et aussi, on peut sensibiliser les participants, les partenaires et les fournisseurs qui vont interagir autour du projet ou de l'événement. Ah, dis-moi pas que j'ai... Ah, OK. Les étapes de réalisation pour faire nos projets, d'habitude, on va commencer par l'analyse de la situation actuelle. C'est-à-dire qu'on va voir quelles mesures qui ont déjà été implantées dans le passé, quelles sont les ressources nécessaires qu'on a, humaines, budgétaires, matérielles, puis quels sont les impacts majeurs de notre événement. Ensuite, on va établir nos choix de priorité. Les choix de priorité peuvent être basés sur les impacts majeurs identifiés dans l'étape 1, mais à l'étape 1 exclusivement. Par exemple, les émissions de gaz à effet de serre sont un impact majeur de beaucoup d'événements dans la compensation des gaz à effet de serre, un budget supplémentaire et n'est pas réaliste dans plusieurs cas. Donc, il y a plusieurs autres alternatives qu'on pourrait faire, qu'on va voir un peu plus tard. Des objectifs et des politiques, c'est toujours important d'en établir. Si, admettons, on établit, je ne sais pas, il y a beaucoup de gens qui sont dans le domaine de la santé, peut-être que déjà à l'interne, vous avez une politique d'achat responsable ou une politique de protection de l'environnement dans vos choix. Donc, vous pouvez déjà faire une sous-politique qui va s'adresser directement à l'événement et vous inspirer d'une politique que vous avez déjà. Sinon, vous pouvez vous trouver tout plein en ligne des politiques là, de développement durable dans des événements. C'est très, très, très facile à trouver. Et ensuite, vous établissez des objectifs par rapport au choix des priorités que vous avez faites et des analyses que vous avez déjà. Ensuite, vous allez faire votre plan d'action et établir un budget. Comme je vous disais précédemment, souvent, ça va arriver qu'on veut tout faire la première année ou dans les premières étapes, et c'est là qu'on va se brûler puis qu'on va se rendre compte que ça coûte cher d'être vert. Mais si on y va progressivement, c'est très, très, très abordable, puis il y a des choix qu'on peut faire qui sont à portée de tous. Évidemment, rendu à cette étape-là, ça prend l'engagement des acteurs. On va commencer à aller recruter des gens pour établir notre projet, établir notre événement, et il faut s'assurer que nos valeurs, nos objectifs vont avoir été communiqués à tous ces acteurs-là. Donc, ensuite, on va commencer à faire la préparation de l'événement, on va réaliser l'événement et ensuite, on va évaluer l'événement, savoir ce qu'on a fait de bons coups, de mauvais coups, les choses à refaire, les choses à améliorer. C'est toujours important de se regarder dans un souci d'amélioration continue. Donc, je continue. Des mesures éco-responsables. Alors là, je vais vous donner une foule d'exemples de trucs que vous pouvez considérer. Par exemple, évidemment, mon PowerPoint est plus bâti pour des événements éco-responsables. Guillaume m'avait approché en parlant de projets éco-responsables, mais finalement, tout le monde semble vouloir faire des événements, donc je vais essayer de dire plus événements que projets. Dans les événements, vous pouvez avoir une brigade verte. C'est des gens qui vont être attitrés à sensibiliser les gens tout au cours de l'événement. Nous, au GECO, on fait souvent,
devez bien connaître là, le festival de musique émergente, le FME ou la foire gourmande ou à Cisco en Lumière. C'est des gros événements qui nous engagent et on a une équipe verte sur place qui s'occupe bien sûr à faire la gestion des matières résiduelles la plupart du temps, mais en plus, ils ont une mission de sensibiliser les gens. C'est sûr que des fois, quand on a des événements qui finissent tard puis qu'on a des gens un petit peu moins, un petit peu plus en état d'ébriété, c'est plus difficile, mais dans des congrès, c'est quelque chose qui se fait très, très bien. Aussi, dans la préparation de l'événement, vous pouvez avoir un comité vert ou une personne qui va être vraiment attitrée à monter tout l'aspect vert ou l'aspect environnemental de votre événement. Ça va faire un événement, ça va faire un effet mobilisateur surtout. Ça aide à trouver des nouvelles solutions. Puis, le fait qu'on ait un comité, puis pas juste une personne, ça aide aussi de ne pas être le seul responsable dans la démarche. Donc, ça a un effet de rayonnement quand on est plusieurs à avoir cette politique verte en tête. Qu'est-ce que je voulais rajouter sur le comité vert? Non, ça fait le tour pour le comité vert. Des mesures éco-responsables aussi, dans des événements comme ça, on peut créer de l'emploi. On peut aussi rendre nos événements accessibles en ayant des tarifs réduits. On peut engager des personnes à mobilité réduite ou des divers groupes sociaux. Souvent, on va encourager les événements à choisir des fournisseurs qui ont une structure d'entreprise à caractère social, donc des organismes à but non lucratif ou même des coopératives de services et des trucs comme ça. Ça va donner beaucoup de retombées régionales. On peut offrir du soutien à nos fournisseurs. On pense pas souvent aussi, mais on a des artistes en région qu'on peut mettre à profit pour nous. Les commerçants et les cultivateurs locaux aussi, qu'on va voir un petit peu plus loin aussi. Euh, Dans nos mesures éco-responsables, c'est bien de penser d'intégrer des activités de sensibilisation durant notre événement. Ça peut être la brigade verte, comme je disais tantôt, qui circule, mais aussi on peut faire, comme au FME, ils ont fait des capsules radio qui passent à leur radio FME. En ouverture de spectacle, ils vont donner un petit mot de bienvenue, puis ils parlent de leur démarche verte. Donc, c'est bien de le présenter. Ça offre un rayonnement, puis en plus, ça améliore l'image corporative de votre événement. En plus des mesures éco-responsables, ça va vous favoriser un bon réseautage. On suggère aussi d'éviter les horaires surchargés pour les gens qui vont s'occuper des brigades vertes et tout. Comme ça ils gardent leur engouement pour tout ça. On favorise l'activité physique. Tantôt, je vais vous parler de transport actif. Et aussi, on essaye d'intégrer l'art et la culture à nos événements. Donc, ça rejoint aussi un peu l'aspect social qu'on parlait tout tantôt. Dans les mesures éco-responsables, on continue. Quand vous voulez faire des achats, des décors, des cadeaux et des trucs comme ça, il y a toujours une question qu'il faut se poser. Est-ce que le produit il est vraiment indispensable? Dans tous les événements, on sort souvent là, avec un sac plein d'articles promotionnels. Souvent, ce n'est pas toujours des trucs qui sont vraiment nécessaires. De plus en plus, on va voir dans les événements qu'ils n'utilisent plus de papier. On invite les gens à amener leur tablette à la place pour suivre des présentations, des trucs comme ça. Souvent aussi, les ressources qu'on a de besoin, au lieu de les acheter, il faut vérifier est-ce qu'on peut les louer ou les emprunter. Des fois, on va sauver des coûts, puis à chaque fois qu'on n'achète pas quelque chose et qu'on l'emprunte, ben, on sauve un peu plus la planète. Dans nos choix de fournisseurs, bien sûr, on va essayer de choisir des fournisseurs qui sont locaux, mais en plus, on peut essayer de trouver des fournisseurs qui ont une politique et des pratiques de développement durable où il y a des normes aussi de plus en plus qui sont rendues bien à la mode, là, FSC ou les normes ISO 14000. Et comme je disais plus tôt aussi, on aime favoriser des entreprises d'économie solidaire, donc les organismes sans but lucratif, des coops comme voyons, parce que je veux dire, la salle Thémabec à Rouen, ben, on sait que c'est des personnes légèrement handicapées qui s'occupent des salles. Donc, c'est le genre d'organisme qu'on essaye de favoriser dans des événements éco-responsables. Parce qu'évidemment, éco-responsable, oui, on fait attention à l'environnement, mais on n'oublie pas qu'on considère aussi l'aspect social. Dans les produits et services, évidemment, on essaie de voir si on n'est pas capable d'acheter des produits qui sont équitables. En travaillant davantage en environnement, je me suis rendu compte que du coton équitable, ça existe. Des ballons de soccer
équitable, ça existe. Donc, c'est pas juste dans l'alimentation qu'on voit du équitable. On commence à voir ça, ça commence à être de plus en plus large comme éventail. Même chose pour qu'est-ce qui est biologique. On essaie de trouver aussi des produits qui ne sont pas toxiques, qui ne sont pas ou peu emballés, parce que souvent, là, on essaie de, par exemple, les articles promotionnels, là, on fait venir des crayons à l'effigie de notre organisme, ils sont tous emballés un par un. C'est des trucs qu'on n'a pas souvent besoin la plupart du temps. Et on va toujours favoriser la réutilisation, le recyclage et aussi on essaie de réduire nos consommations d'eau et d'énergie. Pour qu'est-ce qui est de l'alimentation, on va essayer de choisir des fournisseurs qui sont locaux, qui vont peut-être aussi favoriser l'insertion sociale et qui ont des pratiques environnementales. On va essayer aussi même de fournir de la vaisselle qui est durable, incluant le service de lavage, au lieu d'acheter des ustensiles à utilisation unique, par exemple. Au menu, on va essayer d'offrir une alimentation qui est saine. De plus en plus aussi, on voit des options végétariennes. Tantôt, la prochaine slide, je pense, j'ai quelques statistiques sur l'agriculture qui font un peu peur. On essaie d'évaluer la bonne quantité de nourriture pour éviter le gaspillage de nourriture, parce que ça s'en vient aussi un fléau dans notre société, le gaspillage alimentaire. On évite aussi les formats boîte à lunch, des trucs déjà tout faits, souvent sont trop emballés, des trucs comme ça. On essaie d'avoir un service de traiteur sur place avec la vaisselle réutilisable. Toujours dans les aliments et les boissons, on cherche des produits locaux. Si ce n'est pas capable d'être des produits locaux, on va se tourner vers le équitable et le biologique. Mais le choix le plus écologique encore dans l'alimentation, c'est toujours des fournisseurs locaux. Et comme je disais, on cherche à ce que ça soit peu ou pas emballé. On évite à tout prix les portions individuelles. Les accessoires, on essaie d'avoir des nappes, des serviettes de table en tissu et des cuillères pour touiller le café au lieu de prendre des petits bâtons. Quelques statistiques sur l'agriculture intensive. Bien, on prévoit que la population mondiale va atteindre les 9 milliards d'ici 2050. Il y a déjà près de 40 de la surface terrestre qui est consacrée à l'agriculture. Il y a une hausse de 104 de consommation de viande dans les pays en développement. Ça, c'est juste dans les 50 dernières années quand même. Et il y a une répartition des récoltes sur le 40 de la surface de la Terre. Il y a 55 qui est voué à nourrir les humains, 36 à nourrir le bétail et 9 qui est produit pour le biocarburant. Et on dit que 50 du poids total de nourriture cultivée est gaspillé. Je sais que même ce chiffre-là au Canada est près de 60 c'est-à-dire que 60 de ce qui est cultivé au Canada est voué au gaspillage. Donc, c'est vraiment des statistiques qui font peur, d'où l'importance de bien gérer les quantités là, lorsqu'on reçoit des gens pour des repas. Aussi, qu'est-ce que ça fait de l'agriculture intensive? Bien sûr, c'est le déboisement des forêts tropicales. Il y a des belles publicités, là, je ne sais pas si vous avez vu celle de Doritos où c'est un couple d'amoureux qui arrive pour faire un voyage, je pense que c'est leur voyage de noces, puis ils sont dans une forêt tropicale, puis à un moment donné, whoop, tout est rasé, puis là, ben, ils ont décidé qu'ils ne mangeraient plus de Doritos parce que les forêts tropicales sont coupées pour l'huile de palme. Et évidemment, ces déboisements-là, ça nous cause une perte d'écosystème. On utilise beaucoup trop d'eau. Ça a aussi pour effet de faire des émissions de gaz à effet de serre, notamment 10 à 12 seulement pour le transport. Fait que là, je ne vous parle même pas de tout le méthane qui est produit par nos élevages. Il y a de la contamination des cours d'eau, la contamination des terres arables et une répartition inéquitable des ressources la plupart du temps. Il n'y a pas... Il n'y a pas 58 exemples, vous avez juste à aller à l'épicerie ces jours-ci. Là, ça doit être le temps des asperges, c'est fini. Là, c'est le temps des fraises. Ouais, voilà, le temps des fraises. Faites juste comparer le panier de fraises du Québec versus le panier de fraises qui vient des États-Unis. Lequel est le moins cher? Malheureusement, c'est celui des États-Unis. Est-ce qu'il y a une inéquité là-dedans? Probablement. Bon, ici, je vais vous poser la question. Ici, on a nos cuillères à café. Quel serait le meilleur choix? S'il vous plaît, j'attends vraiment des réponses. Peut-être que ma question n'est pas claire. Non, elle est sûrement très claire, mais en fait, Ah, il y a vous quelqu'un. pouvez,
Ah, je pourrais vous les expliquer. Oui, Le c'est premier, quoi? c'est les petits bâtons à café en plastique. Le deuxième est une cuillère en plastique. La troisième est une cuillère compostable. Le quatrième, ce sont des petits bâtons de bois. Effectivement, c'était pas très évident. Et la dernière, c'est la cuillère de métal. Alors ici, on a Karine qui nous répond la cuillère de métal. Est-ce que quelqu'un d'autre qui veut s'essayer? Oh, Madame Frelas qui nous parle du Karine qui compostable. répond Oui. compostable. Est-ce qu'on en a d'autres? Moi, je dirais ça en métal aussi. OK. Mélanie? Oui. Tu Mélanie dis nous quoi, dit Mélanie? métal aussi. Elle dit cuillère de métal. Métal? Ah, ouais. Est-ce que ça se peut que l'avant-dernier, ça soit des espèces de spaghettis? Je me suis posé des questions là-dessus dans des événements. Je suis allée, il y avait des spaghettis pour mélanger le café. Ah, c'est une bonne idée. Ben moi, je croyais que c'était des bâtons de bois, mais des spaghettis pourraient être une autre option quand même intéressante. Merci pour le partage. Est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent s'essayer à répondre? On a Suzanne qui nous répond la Suzanne cuillère de Moreau qui répond métal. cuillère de métal. Moi, personnellement, j'aurais l'impression que la cuillère de métal reste quelque chose de réutilisable des milliers de fois. Là. Oui, effectivement. Ben effectivement, le meilleur choix, c'est la cuillère de métal. Soit que, par exemple, il y a quelqu'un qui me mélangeait avec ses spaghettis. Je trouve que c'est une alternative très intéressante, le spaghetti. Quoi qu'il ne faut pas que tu l'oublies dans ton café. Ça ne doit pas être super. Mais oui, ça reste toujours la cuillère de métal qui est utilisable des milliards de fois, à moins que quelqu'un s'amuse à vous la plier. Il y en a qui ont répondu la cuillère compostable. C'est certain que dans le cas où on n'a pas de service de lavage de vaisselle, la cuillère compostable reste une alternative intéressante. Sauf qu'il ne faut pas oublier qu'à chaque fois qu'on produit quelque chose, bien, on doit aller chercher des ressources naturelles, on doit envoyer ça en usine, le fabriquer. Déjà, en extrayant des ressources naturelles, on y met des gaz à effet de serre, on prend la terre, on envoie ça dans une usine de fabrication, on prend encore des ressources, de l'énergie, de l'eau, des trucs comme ça. Il faut les transporter, ces cuillères-là. Ils sont à usage unique. Donc, à chaque fois qu'on en prend une, bien, il y a tout le système, il y a tout le processus de fabrication qui repart à zéro. Donc, il faut garder ça en tête qu'à chaque fois qu'on prend quelque chose à usage unique, bien, ça a tout passé dans le processus, là, dans les procédés de fabrication qui sont déjà, qui hypothèquent beaucoup déjà notre environnement. Donc, si on n'a pas à produire à chaque fois qu'on utilise quelque chose, ça reste la meilleure option. Le spaghetti, ça risque d'être fort intéressant aussi. Je pense que ça serait une meilleure avenue avant la cuillère compostable. Le spaghetti, je le mettrais en mi-chemin entre la cuillère compostable et la cuillère de métal. Hey, Voilà. je vais juste faire un petit Oui, ajout justement oui. par rapport à justement l'aspect spaghetti. Parce que mon ancien employeur à la MRC Témiscamingue, c'est ce qu'on faisait en fait pour le brasser le café, etc. Il y avait plus de bâton de bois, c'était un pot en verre avec mais là, c'est attention, c'était pas des spaghettis, c'était des linguini qui nous permettaient que le bâton soit un peu plus solide, vous comprenez? Ouais. Et comme il y a le compostage, dans le fond, qui est déjà installé sur tout le Témiscamingue en général, dans le fond, quand les gens avaient fini, ils mettaient au bac de compostage. Donc, dans le fond, on avait quelque chose de pas mal mieux. Donc, bref, et il y en a quelques-uns quand même qui mangent ça, même si c'est pas cuit, là, qui grignotaient ça à la fin de leur café. Fait que, bref, ça avait quelque chose d'intéressant là, aussi. Je partage l'expérience simplement. Non, ben très beau partage. C'est juste dommage à Rouen, là, on n'est pas encore up-to-date sur le compostage municipal. Mais tu vois, comme nous, ici au bureau, là, on est 6 employés, donc on a une cuillère de métal commune qu'on laisse dans une tasse et qu'on prend tous. Évidemment, on ne la lèche pas, mais on a notre cuillère commune pour brasser notre café le matin. C'est le fun dans un bureau. J'avoue que l'événementiel, ça peut être plus complexe. Donc, l'événementiel, là, effectivement, le linguini pourrait être une option intéressante si on ne veut pas faire de vaisselle ou si on ne peut pas. Des fois, ça arrive qu'on ne peut pas. Mais à tout le moins, vous voyez qu'il y a plusieurs choix. Là, il y a un ordre de choix qu'on peut prendre. Il y en a des moins bons, mais on y va toujours en fonction des contraintes et potentiels là, de notre endroit, de notre site. Parce que des fois, on fait des événements extérieurs, on n'a pas accès à un lavabo. Mais si on fait notre congrès ou notre événement à l'intérieur, dans un complexe hôtelier, ben là, on ne se pose même pas la question. Là, il n'y a rien qui devrait être à usage unique. Là. Donc, je continue. Petite sensibilisation au temps, il nous reste une vingtaine de minutes. Bien, ça va, il me reste 8 slides. Là, fait que j'ai parlé assez vite, je vais être correct. Là, je vois que ma Parfait. slide, elle sort pas bien avec communication, désolée.
Ce qui est important aussi, c'est de communiquer nos intentions vertes. Comment que vous pouvez communiquer? Bien sûr, vous faites de la promotion sur votre site Internet, vous pouvez faire un bulletin électronique, il y a des médias non papier. Aussi, ce que vous pouvez faire, souvent dans les envois courriels, vous pouvez mettre dans votre signature une petite feuille avec un icône. Bien souvent, on le voit là, merci de ne pas imprimer ce courriel sauf si nécessaire, mais on peut ajouter, si vous faites une signature avec votre événement, mais dans la signature de l'événement, vous dites événement vert ou en démarche verte. C'est toujours un truc qui va sensibiliser les gens. Quand on fait des inscriptions, on essaie d'éviter le papier, donc on essaie de faire des formulaires puis des paiements en ligne, puis des confirmations par courriel. La documentation, comme je disais, on n'imprime pas, on a des trucs sur les sites Internet qu'on peut télécharger, mettre sur une tablette ou sur des portables. On essaie d'utiliser les courriels. Et la signalisation, bien sûr, on va utiliser des écrans, les tableaux blancs aussi qu'on peut effacer. Et on utilise bien sûr notre animateur pour passer notre message vert. Qu'est-ce qu'on doit communiquer? Comme que je disais, on va parler de nos mesures éco-responsables qui essaient d'être mises en place. On va essayer de faire de la sensibilisation et de l'éducation. On va communiquer aussi les résultats de nos objectifs. Vous vous souvenez, dans les étapes, il fallait définir des objectifs. Quand que vous faites un retour après l'événement, c'est bien de communiquer les résultats par rapport à vos objectifs. Donc, quand on communique, bien sûr, c'est avant, pendant et après. Donc, pour toujours bien fermer la loupe et s'offrir des opportunités d'amélioration en tout temps. Si on continue avec le transport, on essaie toujours de viser des émissions à zéro. Donc, même dans la planification de l'événement, s'il y a des gens qui sont loin physiquement les uns des autres, on va essayer de favoriser des vidéoconférences, des trucs Skype. Là, je viens d'apprendre que la plateforme VIA est accessible à tous, ce qui est fantastique. On essaie de choisir des lieux qui sont à proximité et on va encourager le transport actif, soit le vélo ou la marche. On a une belle photo là où il y a un aire de stationnement. Évidemment, l'aire de stationnement de vélo était très, très près de l'événement et les gens qui étaient en voiture étaient obligés de marcher super loin. Fait que c'est toujours des trucs incitatifs comme ça qu'on peut faire. Aussi, on va favoriser le transport en commun. On peut organiser des navettes ou s'arranger, mettons, pour Rouyn-Noranda, on peut avoir des passes gratuites pour l'autobus de ville ou des trucs comme ça, avoir des incitatifs. Et on donne aussi toujours des informations sur les services existants, surtout pour les gens qui ne viennent pas de la place. Et on peut aussi favoriser le covoiturage. De plus en plus, les événements vont même bâtir eux-mêmes sur leur site Internet une plateforme de covoiturage où les gens peuvent se parler entre eux pour s'organiser, pour faire du covoiturage, pour se rendre à l'événement. Ça s'en est de plus en plus populaire. Sinon aussi, dans l'autre volet de transport, on peut faire la compilation des gaz à effet de serre. Ça devient un peu plus compliqué dans l'événementiel, surtout si on veut calculer tous les kilomètres des participants. Si c'est un événement à 30 000 participants, ça commence à être un peu plus laborieux. Mais à tout de moins, on peut commencer au cœur même de l'organisation. Parce que le transport, évidemment, c'est la source d'émissions. Donc, le comité organisateur, les fournisseurs aussi, ils peuvent être compilés. Les déchets ultimes aussi, ça entre en ligne de compte sur la compilation des gaz à effet de serre, surtout s'il n'y a pas de compostage. L'énergie qui va être utilisée, surtout tous les équipements qui ne fonctionnent pas à l'hydroélectricité. Donc, quand on calcule, ça va toujours être avant, pendant et après. Puis qu'est-ce qu'on calcule? C'est deux questions très, très faciles. C'est quoi votre moyen de transport? Puis combien de kilomètres que vous avez fait? Puis là, vous pouvez compiler, là, mettons, si vous avez des réunions du comité organisateur, là, vous êtes 5 autour de la table, mais vous compilez les 5 personnes, quel moyen de transport qu'ils ont pris et combien de kilomètres qu'ils ont fait. Donc, vous voyez l'intérêt de la vidéoconférence. On a déjà éliminé, là, je ne sais pas comment on est d'informations aujourd'hui, mais on a tout éliminé ça de gaz à effet de serre. Donc, c'est des petits gestes simples comme ça. Des fois, on n'a pas le choix, il faut se rencontrer. C'est là qu'on commence à compiler nos kilomètres. Ensuite, il y a plein de compagnies en ligne qui offrent des solutions en ligne là, qu'on peut acheter carrément des arbres et eux vont s'occuper de planter des arbres. Nous, on se trouve à les payer en tant qu'organisme et ça vient compenser tous les tonnes de carbone qui ont été émises durant l'événement, durant le avant, pendant et après. Il y a la gestion des matières résiduelles aussi qui est très importante dans les projets ou dans les événements. On a besoin d'équipements, assurément.
souvent, on a juste des poubelles, puis on ne pense pas d'offrir des éco-duos. D'un côté, tu as la poubelle, de l'autre côté, tu as du recyclage. Tu as des trios duos que eux, tu vas rajouter le compostage avec ça. Et c'est ça, c'est d'offrir ces installations-là pour permettre le tri directement. Donc, si un participant à votre événement, ben, il y a quelque chose dans les mains, il veut s'en départir, on n'offre pas juste des poubelles sur le site, on offre tout qu'est-ce qu'on peut faire pour justement faire le tri à la source. Où est-ce qu'on les place, ces équipements-là? Bien sûr, on va les mettre près de l'alimentation. Si on a un buffet, par exemple, on va les mettre là. On va les placer à la sortie ou à l'accueil. Où est-ce qu'on met, on remet du matériel, surtout si on a du matériel promo qui a été un petit peu trop emballé, bien c'est là qu'on va mettre aussi des équipements pour les matières résiduelles. Lors du montage et du démontage, bien sûr, on va en mettre plus que pas assez. Ça évite bien des trucs par terre, surtout lorsqu'on est dehors. Et bien sûr, les poubelles. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis ce point-là. Ça fait drôle un peu. Depuis tantôt, je dis qu'il ne faut pas juste mettre des poubelles. Ben, c'est peut-être ça que je voulais dire. Il ne faut pas juste mettre des poubelles, oubliez-le pas. Et bien sûr, le combien, les affichages, qui est fourni, la collecte, à quelle fréquence et où apporter les sacs. Bien là, ça dépend toujours physiquement où est-ce que vous êtes. Si vous êtes à l'intérieur d'un édifice, d'un complexe hôtelier, bien sûr, ces trucs-là sont déjà la plupart du temps fournis avec l'événement, mais on n'offre pas toujours le compostage ni même le recyclage, donc c'est important de vérifier avec votre fournisseur d'endroits si c'est possible de les avoir. Sinon, à l'extérieur, ben, c'est sûr, nous autres au GECO, on offre le service à Rouen, mais je sais aussi que la MRC de Val-d'Or sont très proactifs là-dessus. Lorsqu'on appelle à la MRC, ils peuvent vous prêter des équipements, puis je pense que c'est pas mal gratuit pour la plupart des événements. Ailleurs en région, je ne suis pas trop certaine de comment ça fonctionne, là, mais il faut toujours se valider, en fait, peu importe la MRC où vous êtes. Je n'ouvre pas pour appeler. Souvent, l'accompagnonnage est quand même assez facile à faire. Implication sociale, quelques idées. Si vous avez fait du profit avec votre événement, bien, vous pouvez toujours redistribuer les profits. Vous pouvez faire des dons à matériel s'il vous reste, je ne sais pas, des équipements ou des articles promotionnels. Vous pouvez toujours en faire des dons. Des crayons, les écoles en prennent toujours. On peut faire don aussi des restants de nourriture pour les personnes qui en ont un peu plus de besoin. On peut faire de l'éducation, de la sensibilisation des bénévoles impliqués dans l'organisation, sensibiliser et former les fournisseurs, les partenaires et les participants. Tu sais, souvent, je vous parlais des fournisseurs locaux, mais ceux qui ont des politiques ou des certifications, il y en a des fournisseurs qui n'ont aucune idée, c'est quoi? Bien, juste le fait de partager vos préoccupations avec eux. Des fois, en parlant avec eux, vous allez vous rendre compte qu'ils n'ont aucune certification, mais ils ont déjà des bonnes façons de faire les choses. Ils ont déjà une mentalité de développement durable, mais ils l'ont juste jamais mis sur papier. Donc, des fois, ça vaut la peine de parler aux fournisseurs et c'est une forme de sensibilisation aussi. Évidemment, on essaie de mettre en valeur notre région. Donc, en achetant local, c'est une forme de soutien social. On soutient toujours l'économie locale, bien sûr. Et si c'est possible, on essaie de créer de l'emploi et peut-être même d'aider des gens qui sont un petit peu plus dans le besoin. Donc, en résumé, comment qu'on fait un événement éco-responsable? Bien, on commence par analyser la situation actuelle. Si on a des antécédents, on va fouiller dans qu'est-ce qui a déjà été fait. On engage toutes les parties prenantes. Donc, c'est bien de s'asseoir autour d'une table ou en face de notre ordinateur ensemble et de bien sensibiliser tout le monde ensemble et de faire du brainstorming. Souvent, là, deux têtes valent mieux qu'une. Fait qu'imaginez quand on est une gang, souvent c'est là qu'on va aller chercher des bonnes idées. On se fixe des objectifs mesurables et réalistes. Comme je vous disais, on ne part pas en guerre, on ne part pas au front en essayant d'attaquer tous les volets. Et on conçoit un plan d'action intégré à la planification générale. Donc, dans notre planification, on ne fait pas juste penser à nos ressources financières et la satisfaction du client ou des participants de notre événement. On essaie d'aller chercher les autres aspects que je vous ai montrés plus tôt. Et on choisit des mesures parmi les différents volets. Donc, on peut y aller au niveau des ressources humaines, on peut favoriser des lieux d'hébergement, des trucs comme ça, l'accessibilité. On essaie de penser à notre programmation, nos achats, notre alimentation, le transport, les communications, la gestion des matières résiduelles, l'énergie, carburant, carboneutre, implication sociale. À tous ces aspects-là, on pense toujours à notre développement durable. À chaque fois qu'on achète quelque chose, on pense toujours à la pomme, est-ce qu'il va en avoir pour les générations futures? Donc, c'est juste un réflexe là, à peu près sur tout le niveau, là, comment avoir ça en tête.
Et si vous voulez en savoir plus, ben, vous pouvez venir sur notre site internet où il y a beaucoup de conseils pratiques qui peuvent être faits. Il y a aussi le Conseil québécois des événements éco-responsables qui aussi vont pouvoir fournir beaucoup d'informations aussi, mais ils offrent un peu le même truc que nous, là, du support en ligne, des trucs comme ça. Et ceux qui voudraient être vraiment, vraiment là, vert foncé, il existe une norme BNQ pour la gestion des événements éco-responsables. Et ça, c'est carrément une grille d'évaluation. C'est un peu comme du ISO 14000 ou ISO 9000. Et on va évaluer carrément l'événement, autant là, avant, pendant que après. Et on peut donner une note. Et la norme BNQ, il y a 5 niveaux. Donc, premier niveau étant le premier, en fait, le plus bas. Et 5, et 5, c'est vraiment top notch. Oui, François, tu as une question. Est-ce que... François, il faut que, dans le fond, n'oublie pas d'activer ton micro pour qu'on puisse t'entendre ou ta caméra. OK, est-ce que tu m'entends bien? Oui. Oui. Je parlais dans le bar, là. Je parlais à ma collègue. Mais c'est ça, si c'est ça, on est en train d'organiser un événement, puis si on aimerait, est-ce qu'on peut t'inviter, disons, à une rencontre de GECO, comment que ça fonctionne pour avoir un peu l'expertise, pour nous enligner pour notre événement, pour avoir justement là, des enlignements là, pour préparer notre événement éco-responsable? Ben, c'est sûr qu'au GECO, on offre une gamme d'accompagnement. Tu sais, on peut aller vous voir juste pour une première rencontre, juste pour vous donner des pistes, un peu comme je viens de faire là, mais tu sais, cibler un peu plus par rapport aux besoins de votre événement. Sinon, il y a un service un peu plus clé en main où que ce serait carrément moi qui siégerais sur votre comité et qui s'occuperait de toute la partie verte. Sinon, on peut juste y aller avant, pendant et après et juste vous faire un bilan de ce que vous avez fait, les bons coups, les mauvais coups, les pistes d'amélioration. Il y a plusieurs forfaits là, en fait, qui sont disponibles. Ça dépend de quel type d'accompagnement vous voulez. Si vous voulez juste un intro ou si vous voulez un accompagnement là, de A à Z. Les deux se font. Là. OK, ben c'est bien. Ben, je pense que c'est ça. Dès cet automne, là, à partir de septembre, on pourrait rentrer en contact avec toi pour avoir là, de partir là, de ton expertise. Puis on verrait par après là, si on va plus loin là, avec ton accompagnement. Mais est-ce que c'est gratuit? Ben non, c'est ça. Assurément, nous, c'est un service que l'on vend. C'est sûr qu'une première rencontre, là, ça peut être gratuit, le temps de justement évaluer vos besoins, puis qu'est-ce qu'on peut faire, comment qu'on peut vous accompagner. Et suite à ça, il y aura une offre de service qui sera émise, là, c'est certain. OK, merci. Merci à vous. Sinon, ben, on aime toujours finir nos formations avec une belle phrase de Gandhi qui dit « Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde ». C'est ça, être un éco-citoyen, c'est d'abord de changer nos petites habitudes avant d'exiger que tout le monde change autour de soi. Comme le compost, c'est le fun, la MRC du Témiscamingue, ils l'ont, mais à Rouen, on ne l'a pas encore. Mais il y a beaucoup de gens qui chialent qu'on n'a pas de compost municipal, alors que il y a tellement de gens qui pourraient faire du compost en arrière de chez eux. C'est juste un bel exemple d'éco-citoyenneté. Alors, moi, ça fait le tour pour la présentation. Je ne sais pas s'il y en aurait d'autres qui auraient des questions. On est au bon moment pour ça. Donc, Je te l'avais dit, je parlais assez vite. Hein? Oui, c'est très bien, parfait. Et puis, tu sais, dans le fond, s'il y en a qui ont des interventions par rapport à des acétates que vous avez vu passer, de clarification de choses qui ont été mentionnées précédemment, ou encore carrément de questions nouvelles là, qui vous pop-up là, par rapport à des événements que vous organisez ou que vous accompagnez, peut être sujet là, à discussion là, dans les minutes qui restent. Ah, Karine qui. Ouais, je vais y réécrire. Mais merci à toi, Karine. Excellent. Alors, parmi les quelques-uns qui nous restent, ne soyez pas gênés. Mon Dieu, c'était limpide, Valérie. Ben oui, hein, moi je suis claire comme de l'eau de roche, c'est clair. Voilà. De l'eau de roche non polluée. Oui, idéalement. Alors, Suzanne qui remercie beaucoup. C'était bien intéressant. Super. Super. Bon, ben dans le fond, on a, je vois bien qu'il y a des gens qui commencent à être occupés dans
Donc, Oui. dans les prochaines, si vous n'avez pas d'interrogation ou quoi que ce soit de plus, dans le fond, on va pouvoir terminer la VIA. Dans le fond, toi, Valérie, ce que tu mentionnais, c'est que de toute façon, avec le PowerPoint qu'on vient de voir là, si tu veux d'ailleurs juste m'envoyer plus spécialement l'avant-dernière acétate, là, que je puisse leur transmettre aussi au reste des gens qui auraient peut-être auraient été intéressés à ça, mais qui sont par exemple en vacances ces temps-ci. On pourra transmettre Oui. l'information comme quoi vous faites ce genre de service. Et donc, tu es là et tu es disponible aussi pour les membres qui souhaiteraient aller plus loin là-dedans. Un peu comme tu dis, il y a des services payants aussi là, qui fait qu'on peut avoir l'expertise du GECO moyennant un paiement, mais aussi en lien avec la rencontre de départ aussi. On prend ça sur quel bord, qui était une des questions de départ. Dans le fond, on pouvait accompagner là, aussi par rapport à ça. Est-ce que c'est démystifier un peu qu'est-ce que c'est de faire un projet en tenant compte, là, puis un événement en tenant compte là, de l'aspect environnement. Voilà. Excellent. Mais de toute façon, la présentation, je te l'ai envoyée. Donc, tu l'as l'avant-dernière slide si tu veux envoyer les liens. Fait que je te le renverrai pas. Non, mais c'est bon, effectivement, je l'ai, puisque tu me l'as envoyé juste avant la fameuse rencontre. Alors, et juste vous mentionner aussi, comme ça, pour les autres qui sont là, les VIA comme celle-ci, parce qu'au moment où on est rentré plus sur le contenu, j'ai fait enregistrer là, la VIA. Donc, dans le fond, pour des gens, si par exemple vous avez de vos collègues qui n'ont pas pu être là et vous voudriez par la suite, par la page d'accueil de communauté, faire en sorte que les gens voient là, à peu près le 3/4 d'heure qu'on a fait là, sur l'environnement avec les questions et réponses et tout ça, ça va être possible. On vient de trouver le moyen que ce soit vraiment facile, que ce ne soit pas là, compliqué d'envoyer ça sur quelque chose d'assez pesant, Dropbox et compagnie, mais vraiment sur un lien facile sur la page d'accueil du site Internet de communauté. Alors, pour techniquement comment ça fonctionne, cette affaire-là, pour y avoir accès, dans la prochaine infolette de la semaine prochaine, ça va être mentionné plus en détail. Donc, ça conclut pour ce que j'avais à vous mentionner pour aujourd'hui de mon côté. Alors, Valérie, il ne reste plus qu'avec les quelques 2 participants qui sont avec nous, de te souhaiter en fait le meilleur des étés. J'espère que vous allez avoir un bel été fructueux pour la suite en fait de ce qui en reste et l'automne et compagnie. Merci beaucoup de t'être rendu disponible pour faire cette VIA-là. Et puis, s'il y a quoi que ce soit d'autre de la part des participants, en fait, là, elle reste disponible. Et puis, je souhaite une bonne semaine à tout le monde. Bien, merci Guillaume pour l'invitation, fort apprécié. Bien, ça fait plaisir. Donc, si jamais il y a quoi que ce soit, Valérie, que suite à la VIA, justement, que tu voudrais